L'homme marche d'un pas décidé sur le sentier d'une forêt. Devant lui se dresse un énorme monticule et une machine inconnue. « Alors, Jean-Eudes, tu viens te promener ? Le fond de l'air est frais, mais le temps est beau pour la saison. » « Mais non, voyons, Brett, tu sais bien que je reste toujours planqué dans le semis avec de micelles. » Le camion blanc bien connu passe sur une petite route de campagne, se retrouve bloqué, tente de faire demi-tour et visiblement n'y arrive pas. La caméra gênée en profite pour faire un zoom sur l'intérieur, aménagé en studio. Un homme aux petites lunettes caractéristiques est penché sur une maquette, la tenant fermement pour lui éviter de tomber. Sur la maquette, un terrarium. Vous pensiez bien connaître l'émission décrite ? Eh bien, détrompez-vous, ce n'est pas tout à fait vrai. L'homme prend une grande inspiration, fait un sourire gêné, se racle la gorge, regarde la caméra et se lance. Bonjour chers amis et bienvenue dans notre émission C'est pas magique. Aujourd'hui avec Brett, nous allons nous pencher sur le monde fascinant des fourmis, et plus particulièrement sur Formica-russa, la fourmi rousse. C'est elle que l'on croise le plus souvent chez nous, avec la fourmi noire Lasius niger, aussi connue sous le nom de fourmi des jardins. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi on ne parvenait que difficilement à se débarrasser des fourmis une fois qu'elles s'étaient installées ? Que malgré tous les produits pulvérisés, très mauvais d'ailleurs, les pièges, l'eau bouillante, elles revenaient toujours, de plus en plus nombreuses, n'abandonnant jamais le combat ? Vous demandez-vous parfois pourquoi, malgré toutes les méthodes essayées, l'argent mis dans l'achat de produits tous plus dangereux les uns que les autres, elles reviennent toujours ? Pour vous expliquer tout cela, je vous propose un topo rapide pour comprendre comment fonctionnent ces animaux fascinants, mais ô combien embêtants quand ils viennent dans nos maisons, et pourquoi la cohabitation est si difficile. Tout d'abord, il faut savoir que les fourmis fonctionnent en grandes colonies de plusieurs millions d'individus et que toutes ont un rôle. Pondre la descendance et ses serviteurs pour la reine, nourrir la descendance pour certaines ouvrières, défendre le nid pour les guerrières, ainsi que d'autres rôles que je vous expliquerai plus tard. Chaque jour, des centaines de fourmis partent ainsi en quête de nourriture pour leur essaim. La première invasion de nos maisons vient des chercheuses. Leur rôle est simple, search and find. Chercher, trouver et enfin ramener de quoi nourrir la colonie. De ce point de vue, nos maisons et cuisines sont une aubaine pour elles. Vu tout ce qu'il s'y trouve, il leur suffit de se baisser pour ramasser de quoi nourrir un régiment. Tant qu'elles n'ont pas été repérées par les humains, c'est une mission tranquille. Entrer, se charger et repartir au nid. Mais une fois repérées, tout bascule. L'humanité a mis en place divers pièges pour s'en débarrasser. Produits chimiques, bromures, remèdes de grand-mère. C'est une guerre impitoyable, une hécatombe, d'où les fourmis sortent toujours grandes perdantes. Pourtant, elles reviennent. Toujours. Peu importe le nombre de morts, quelques heures plus tard, le lendemain tout au plus, elles seront de retour. Pas les mêmes, bien entendu, mais d'autres seront là, et toujours plus nombreuses. Pourquoi n'abandonnent-elles pas ? Pourquoi tous ces morts ? C'est le grand secret que nous allons tenter de percer. Et pour cela, nous allons profiter de la magie de la science pour pouvoir infiltrer directement une colonie de fourmis. Je suis actuellement en liaison avec Brett. Brett que vous connaissez tous bien entendu, et qui est sur le terrain. Alors Brett, comment cela se passe-t-il ? Eh bien Jean-Eudes, je me dirige actuellement vers un appareil sophistiqué, le Hansomaker. Il rentre dans la machine qui ressemble à une boîte de conserve à taille humaine, équipée d'un petit plateau sur le côté. Cette machine révolutionnaire va parvenir à me transformer en une mignonne petite fourmi rousse. 6 pattes, 2 antennes, un petit corps en 3 parties, 2 mignonnes petites antennes. Bref, pardon. Voilà, le calibreur traducteur horizontal à brousoufle est réglé. C'est lui qui me permet de continuer à communiquer avec vous alors que je parle désormais fourmi. Je me dirige maintenant vers l'entrée de la fourmilière qui a fait l'invasion d'une maison récemment. Comme vous pouvez le voir, il y a des gardes à l'entrée. Ça va nous permettre d'observer un peu à quoi elle ressemble. Mais regardez ça, c'est formidable! Ces fourmis sont équipées de lances et de casques. C'est incroyable. Elles me bloquent l'entrée, solidement campées sur leurs pattes. Je vais me rapprocher et tenter de communiquer avec elles. Soyez prudent, Brett. Les fourmis sont farouches et avisées. Si vous avez l'air menaçant, elles ne prendront pas de risques et vous tueront. Prenez l'air un peu idiot comme d'habitude et ça devrait passer. Mais
Merci pour vos conseils, Jean-Eudes. Je reprends contact avec vous dès que je suis entré. Après avoir un peu parlé avec elles m'ont laissé entrer. Je crois qu'elles me prennent pour une fourmi qui n'a plus toute sa tête. Quand je leur ai demandé pourquoi elles continuaient à laisser partir des fourmis alors qu'elles ne revenaient pas, elles m'ont regardé avec pitié et envoyé vers les ouvrières. Eh oui, Brett, il semblerait que même la plus insignifiante des fourmis en sache déjà pas mal sur sa colonie. Ça pourrait même suggérer qu'elles aient l'équivalent de notre école. Je suis maintenant à l'intérieur du nid, et il est assez semblable à ce que l'on apprend à l'école, justement. Des galeries sombres, des croisements. Je ne maîtrise pas encore tout à fait l'essence des fourmis, et il m'arrive de me cogner contre les parois. C'est un vrai labyrinthe à l'intérieur. Je suis complètement perdu, mais vu le nombre de fourmis qui transitent, je peux poser mes questions assez facilement. Allez-y, mais soyez prudent, Brett. On ne sait pas encore trop de quoi les fourmis sont capables. Une ouvrière regarde Fourmi Brett de ses grands yeux et se met à rigoler, se demandant si la fourmi en face d'elle vient d'une fourmilière lointaine ou si elle a pris un coup sur la tête qui lui a fait oublier pas mal de choses. Puis, elle arrête de rigoler et regarde la fourmi inconnue avec plus d'attention. Apparemment, l'air candide de celle-ci la rassure. Elle l'envoie vers le sanctuaire et lui dit de voir avec les prêtresses. Fourmi Brett referme sa mâchoire béante et se met en route en suivant la direction indiquée. Mais Jean-Eudes, des sanctuaires, des prêtresses, on nous avait jamais appris ça à l'école. Va-t-on découvrir de nouvelles choses sur les fourmis? En effet, Brett, il semblerait que nous ignorerons de nombreuses choses à leur propos. Heureusement, grâce à vous et à la science, nous avons l'opportunité d'en apprendre un peu plus sur elles. Très bien, Jean-Eudes, allons-y. Un tournant. De la lumière apparaît au loin. Une salle voûtée et énorme se dévoile au regard. Des champignons lumineux sont installés à intervalles réguliers et permettent de voir des sculptures, des dessins, des gravures, toute une cosmogonie fourmilesque. Fourmi Brett se rapproche et observe cet art de plus près. Mais quelle horreur! Mais vous trouviez l'humain cruel? Mais l'histoire des fourmis est bien pire! Ce n'est qu'une succession de guerres et de sacrifices, tout pour la fourmilière et rien pour les autres. La guerre ne se termine que quand tous les ennemis sont morts. Vous vous rendez compte de la chance qu'on a que les fourmis soient si petites? Toute une histoire si ancienne et si violente. Devant lui se déroule un musée horrible. Des statues d'anciens chefs tombés au combat, d'ennemis torturés. Des tapisseries du cycle de vie des fourmis. Des sacrifices à des dieux impies, remplis de tentacules et de crocs. Des visions de cauchemars, de violence s'offrent au regard. Tu vois ça, Jean-Eudes? C'est proprement terrifiant. Mais ça n'explique toujours pas pourquoi elles reviennent en si grand nombre. Fourmi Brett arrive devant le sanctuaire. Des fourmis coiffées et habillées de blanc le reçoivent. Elle tique un peu devant l'absence de matricule lisible sur l'exosquelette de la fourmi devant elle. Mais heureusement, la partie où il doit être écrit est toute rayée, ce qui aide à corroborer la thèse de l'accident. Merci, Enzo Maker. Elles font patienter la nouvelle arrivée quelques minutes, et après un conciliabule interprétresse, commence un cours d'histoire rapide. Mais bien sûr qu'elles connaissent l'existence des humains, même si c'est pas comme ça qu'elles les perçoivent, mais plus comme des cavaliers de l'apocalypse. Elles travaillent d'ailleurs sur des solutions pour les faire disparaître, mais ce n'est pas encore ça. De toute façon, ce n'est pas grave. Les fourmis dominent le monde, en sont la toute-puissance. Eh oui, Jean-Eudes, elles m'ont appris des tas de choses, dont certaines dont je ne pourrais pas vous parler tellement elles sont horribles. Mais elles ne m'ont toujours pas dit pourquoi elles revenaient sans cesse. Les prêtresses fourmis parlent toujours. Mon Dieu, Jean-Eudes, c'est formidable, elles m'ont tout révélé. La raison pour laquelle elles reviennent encore et toujours, c'est pour leur mort, pour venir rechercher les corps. Parce que c'est comme ça. Que serait une société qui n'enterre pas leurs morts avec les rituels adéquats, sinon une société de décadence? D'autant que si ce n'est pas fait dans les règles, ils reviendront hanter ce monde-ci, attaquer la fourmilière dont ils sont issus, jusqu'à son annihilation totale. Vous vous rendez compte? Une telle évolution de la société, c'est tout bonnement incroyable! Elles ont inventé la religion et savent ce qu'est la mortalité. C'est pour ça que, vague par vague, les guerrières partent récupérer les carcasses. La suite, vous la connaissez. L'humanité ne supporte pas les fourmis, mortes ou vivantes dans ses maisons. En conséquence, il n'y a plus rien, plus de corps. Mais les fourmis sont toujours présentes. Donc on pulvérise encore et elles reviennent, toujours plus nombreuses.
Dans le camion, Jean-Eudes a pâli. D'une voix blanche, il répond. Alors, Brett, c'est une définition de guerre que voilà. Une guerre humain contre fourmis, fourmis contre humains. Depuis toutes ces années, on tente de les annihiler de nos maisons, alors que pour en finir, il suffirait de laisser la première vague morte sur place, de laisser les guerriers récupérer les corps et faire les rites funéraires adéquats pour que les fourmis nous laissent tranquilles. C'est fantastique, Brett, ce que tu nous as appris là, mais ce serait vraiment plus prudent que tu reviennes maintenant. Je vais me mettre en route, Jean-Eudes. C'est vraiment un univers fascinant et je... Fourmi Brett entame un demi-tour, mais les prêtresses et quelques gardes appelés en renfort s'approchent de lui. Elles ont l'air belliqueuses. Elles le menacent de leurs armes. Leurs mandibules lancent des imprécations haineuses. Mais qu'est-ce qu'elles font? Jean-Eudes, au secours! Je crois qu'elles ont compris que je n'étais pas... Jean-Eudes! Un, deux. Nous savons ce que vous êtes. Nous allons terminer d'étudier le corps que vous nous avez laissé en offrande. Préparez-vous. Nous arrivons pour vous détruire. Dès que notre humanoise maker sera terminé. Adieu.